Il existe une culture qui enfreint toutes les règles de l'agriculture moderne. Elle produit le double de la récolte des pommes de terre, elle survit au froid qui tue le blé, et une fois qu'on la plante, on n'a plus jamais besoin d'acheter de semences. Elle se replante d'elle-même pour toujours. Pendant des milliers d'années, elle fut l'ultime assurance contre la famine. Puis nous l'avons effacée. Nous n'avons pas cessé de la cultiver parce qu'elle avait échoué. Nous avons cessé de la cultiver parce qu'elle avait trop bien réussi. Une culture qui pousse sans permission, qui nourrit sans coût et se répand comme une traînée de poudre ne peut pas être possédée. Et ce qui ne peut pas être possédé ne peut pas être vendu. Voici l'histoire de la plante vivace qui a survécu aux empires, traversé 2 guerres mondiales et attend encore sous vos pieds. Bienvenue dans le coffre de la nature perdue. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces histoires comptent pour vous, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. L'archive s'ouvre le long des côtes orientales de l'Amérique du Nord en 1605. Un explorateur français nommé Samuel de Champlain débarque sur la côte de ce qui deviendrait le Massachusetts. Le peuple algonquin l'accueille avec un festin. Parmi les plats se trouve une racine noueuse qu'ils appellent Kaishukpanak, la racine du soleil. Champlain la goûte. Il écrit dans son journal qu'elle rivalise avec l'artichaut d'Europe. Il remplit la cale de son navire de tubercules et fait voile vers la France. C'est le topinambour. Elianthus tuberosus, la racine de tournesol vivace originaire des Grands Lacs et des forêts de l'Est. Bien avant l'arrivée de Champlain, les tribus amérindiennes connaissaient son secret. Les Iroquois racontaient une histoire. Quand Femme Terre mourut, en donnant naissance à des fils jumeaux, Jeune Pousse et Silex, les premiers topinambours poussèrent de ses pieds, une culture née du sacrifice. La plante dépasse un homme, de 2,40 m à 3 mètres de haut, couronnée de tournesols jaunes qui suivent le soleil. Mais le trésor est invisible, enfoui sous le sol. Des tubercules noueux, blancs, violets, dorés, stockant leur douceur sous forme d'inuline, pas d'amidon. Les tribus de l'Atlantique aux Grandes Plaines la plantaient une fois et récoltaient pour toujours. Elle se propageait par des rhizomes souterrains comme un réseau de veines sous la terre. Un seul carré nourrissait un village pendant des générations. En 1805, Lewis et Clark faillirent mourir de faim en traversant les Dakota. Sacagawea les sauva. Elle trouva des réserves de souris, des milliers de topinambours rassemblés sous terre pour l'hiver. Elle les déterra, les fit rôtir sur le feu et nourrit l'expédition. Les tubercules pouvaient être mangés crus, croquants comme des châtaignes d'eau, ou bouillis jusqu'à devenir tendres. Ils pouvaient être séchés en farine qui durait tout l'hiver. Ils survivaient au gel, attendant dans le sol, prêts chaque fois que la faim venait. Le rendement était stupéfiant. Une seule plante produit 1,5 kg à 3 kg. 1 hectare produit plus de nourriture que le blé et plus de nourriture que le maïs dans les climats froids. Des études des siècles plus tard le prouveraient. 64 000 calories par hectare sans une seule goutte d'irrigation. Les pommes de terre, même dans des conditions parfaites, en produisaient 53 000 avec irrigation. C'était la survie elle-même, pas le luxe. C'était le fondement. Quand Champlain apporta les topinambours en France en 1605, l'Europe mourait de faim. Les sols étaient épuisés et les famines frappaient tous les quelques ans. La pomme de terre était redoutée. Les gens croyaient qu'elle causait la lèpre. Mais le topinambour se répandit comme un salut. Les Français l'appelèrent topinambour, les Italiens l'appelèrent girasole, tournesol. Il nourrit les paysans, le bétail, même les rois. Pas d'engrais, pas d'entretien. Planter un tubercule au printemps et récolter à l'automne. Laisser des fragments dans le sol et l'année suivante une récolte complète apparaît d'elle-même. Des essais universitaires des siècles plus tard confirmèrent ce que les agriculteurs savaient. Le topinambour produisait 30 000 calories par hectare. La pomme de terre en produisait 20 000. Le topinambour rivalisait avec le maïs, la céréale la plus importante au monde. Mais des fissures apparurent. Les tubercules étaient petits, noueux et irréguliers, difficiles à nettoyer et difficiles à récolter à la machine. Ils se gâtaient plus vite que les pommes de terre et ne pouvaient pas rester dans des entrepôts pendant des mois. Et l'inuline causait des gaz chez les personnes qui n'y étaient pas habituées. Vers le milieu des années 1700, la pomme de terre l'emporta. Plus grosse, plus lisse, plus facile à stocker. Elle correspondait au système que l'Europe avait construit. Entrepôts, marchés, collecteurs d'impôts. Le topinambour déclina, réduit à la nourriture des pauvres et à l'alimentation animale, une culture pour ceux qui n'avaient rien de mieux.
En Amérique du Nord, les colons l'appelèrent une mauvaise herbe. Ils préféraient les cultures européennes, le blé et les pommes de terre. Des cultures qui nécessitaient l'achat de semences chaque année. Des cultures qui pouvaient être contrôlées, taxées et vendues. Le topinambour survécut dans les fossés, les bords de route, les coins oubliés. Mais il n'était plus cultivé, plus valorisé, il attendait simplement. Puis la guerre arriva. La Première Guerre mondiale. L'Allemagne fut étranglée par un blocus allié. L'hiver de 1916 devint connu sous le nom d'hiver des navets. Les gens mangeaient des rutabagas destinés au bétail parce que les pommes de terre avaient fait défaut. Des milliers moururent. Les topinambours en sauvèrent certains, poussant à l'état sauvage dans des champs oubliés. Ils ne pouvaient pas être bloqués, ils ne pouvaient pas être saisis. Ils attendaient simplement sous terre pour des mains désespérées. Mais la Seconde Guerre mondiale fut pire. En France, en 1940, les forces nazies saisirent 80% de toute la nourriture. Les pommes de terre furent envoyées aux soldats allemands. Ce qui restait pour les familles françaises, c'était des restes, des topinambours, des rutabagas, des légumes autrefois donnés aux cochons. Pendant 9 ans, des millions survécurent grâce aux topinambours. Les gens les détestaient. Les tubercules étaient petits et difficiles à nettoyer. Mangés tous les jours, ils causaient des gaz terribles. Pourtant, ils gardèrent des enfants en vie quand tout le reste avait disparu. Le plan de famine nazi saisissait la nourriture des terres occupées, tandis que des millions mouraient de faim. Mais les topinambours ne pouvaient pas être contrôlés. Ils étaient trop résistants, trop sauvages. Ils poussaient, tout simplement. Aux Pays-Bas, l'hiver de 1944 devint l'hiver de la faim. 22 000 personnes moururent de famine. Le gouvernement publia des livres de cuisine d'urgence qui listaient des plantes sauvages, des bulbes de tulipes et des topinambours. Les familles creusaient le sol gelé à main nue à la recherche de tubercules. Après la libération, les survivants refusèrent d'en manger. Toute une génération associait le topinambour à la mort, à l'occupation, aux pires années que l'humanité ait connues. En France, les grands-parents qui avaient survécu ne le toléraient pas sur leur table. Plus jamais. Le légume qui avait sauvé des millions devint un symbole de souffrance. Il disparut des marchés, des livres de cuisine, de la mémoire. Mais la guerre ne pouvait pas changer ce que les topinambours étaient. 73 calories pour 100 grammes, 2 grammes de protéines, du potassium à 429 mg, plus que les bananes. Du fer, du cuivre, du magnésium, des vitamines B inondant chaque cellule. Le vrai pouvoir, c'est l'inuline, 50 à 60% du poids sec. L'une des sources les plus riches de la Terre. L'inuline traverse votre estomac sans être digérée et atteint votre côlon intact. Les bactéries bénéfiques, en particulier les bifidobactéries, s'en nourrissent. Elles se multiplient et produisent des acides gras à chaîne courte. Ceux-ci abaissent le pH, bloquent les agents pathogènes et aident à absorber le calcium et le magnésium qui autrement passeraient sans être assimilés. Des études ont montré qu'elle a réduit la constipation et renforce la fonction immunitaire. Elle pourrait arrêter certains cancers avant qu'ils ne commencent. Les pommes de terre font monter la glycémie en flèche. Les topinambours, non. L'inuline se convertit lentement en fructose. Des diabétiques dans les années 1980 écrivirent des lettres disant qu'ils mangeaient des topinambours quotidiennement et que leur besoin en insuline avait diminué de moitié. La médecine populaire validée par la science. Et la plante guérit les terres. Elle est vivace, ne nécessitant aucun labour et ne causant aucune érosion. Ses racines profondes fissurent le sol compacté. Elle tolère la sécheresse, les sols pauvres et le froid jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Là où les cultures annuelles meurent, les topinambours prospèrent. Ils ont été conçus pour le chaos. Dans les années 1960, en Californie, une grossiste en fruits et légumes nommée Frida Kaplan contemplait des tubercules noueux qui prenaient la poussière. Le nom le tuait. Artichaut de Jérusalem. Déroutant. Faux. Il ne venait pas de Jérusalem et ce n'était pas un artichaut. Le mot italien girasole, signifiant tournesol, avait été déformé par les langues anglaises. Elle le renomma sunchoke et déposa le nom en 1980. Elle l'emballa dans des sachets d'1 livre avec des recettes. Les ventes bondirent de 600%. Les chefs le découvrirent. Noisettes, sucré, croquant cru et crémeux une fois cuit. Les restaurants haut de gamme de San Francisco servirent de la soupe de topinambour, des accompagnements rôtis et des purées. Mais quelque chose de plus grand se passait. Dans les années 1980, la crise agricole frappa et les fermiers du Midwest s'effondraient. Une expérience commença. Cultiver des topinambours pour la nourriture, l'alimentation animale, le carburant
et l'indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises. Rendement élevé, vivace, éthanol par fermentation de lignuline, parfait. Cela échoua économiquement. Pas de marché, pas d'infrastructure de transformation. Les agriculteurs perdirent de l'argent. Mais l'idée survécut. Une culture pour l'autosuffisance, pour les communautés qui refusent le contrôle des grandes entreprises. En France, des décennies après la guerre, les chefs réhabilitèrent le topinambour. Les légumes oubliés, non plus des symboles de souffrance. Un patrimoine. Dans les années 2000, les topinambours apparurent sur les marchés de producteurs à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. La permaculture les appela le Saint Graal. Une seule plantation, des récoltes pour toujours. Aujourd'hui, les scientifiques les étudient pour les terres marginales. Là où le changement climatique tue le blé et le maïs, le topinambour attend, né dans le chaos, conçu pour les extrêmes, la résilience. Alors pourquoi ne le voit-on pas partout ? L'agriculture industrielle exige l'uniformité. Des cultures qui mûrissent selon un calendrier, se récoltent à la machine, se transportent sans s'abîmer, se stockent pendant des mois, ont une apparence parfaite sous les lumières fluorescentes. Les topinambours refusent. Ils mûrissent à des moments différents. Se gâtent rapidement, les arracheuses de pommes de terre perdent la moitié des tubercules. Trop petits, trop attachés aux racines. Une récolte efficace nécessite un équipement spécialisé ou du travail manuel. Ni l'un ni l'autre ne passe à l'échelle, ni l'un ni l'autre ne génère de profit. Et le problème de l'inuline. Ce qui les rend nutritionnellement supérieurs cause aussi des gaz. Les bactéries intestinales ont besoin de temps pour s'adapter. Mais l'alimentation moderne ne tolère pas les périodes d'adaptation. Elle exige une satisfaction instantanée. Le surnom se répandit, Peter de Jérusalem. Une blague. Même Julia Child écrivit pour demander « Peut-on résoudre le problème des flatulences ?» Oui, cuisez plus longtemps. La chaleur convertit l'inuline en fructose. Ou mangez de petites quantités. Laissez votre corps s'adapter. Mais cela demande de la patience. L'alimentation industrielle n'en a aucune. Alors, les topinambours restent une niche. Marché de producteurs, culture de spécialité et jardins familiaux où ils se répandent de manière incontrôlable. Cette propagation incontrôlable est justement l'essentiel. On ne peut pas tuer les topinambours sans poison. Le moindre fragment germe. En Europe, on les qualifie d'invasifs quand ils s'échappent. Invasif. Le mot que nous utilisons pour les choses qui réussissent sans permission. Les choses qui n'ont pas besoin de nous. Les choses qui nous rappellent que le contrôle est une illusion. Le topinambour enseigne ce que les empires veulent enterrer. L'abondance ne nécessite pas de contrôle. Les plantes vivaces reviennent sans permission. Elles n'ont pas besoin d'achat de semences, d'intrants chimiques, d'approbation des grandes entreprises. Elles s'adaptent, persistent, survivent. Mais les cultures qui persistent sans profit sont dangereuses. Le topinambour surpasse les pommes de terre en rendement, guérit les sols morts, nourrit les communautés sans intermédiaire. Il ne peut pas être breveté, ne peut pas être possédé, ne peut pas générer de revenus perpétuels. Alors on le qualifie de primitif, difficile, inadapté. Le schéma se répète. L'amarante fut interdite par les conquistadors pour être trop sacrée. Les haricots grimpants furent effacés par des machines qui ne pouvaient pas gérer leur liberté. Le mesquite fut défriché pour du bétail qui détruisit ce que l'arbre protégeait. Les fèves furent remplacées par des pilules qui facturent 500 $ pour ce qui pousse gratuitement dans les jardins. Les cultures indigènes qui permettent la souveraineté sont systématiquement effacées, non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles réussissent sans chaîne. Le topinambour a survécu en étant impossible à tuer. Mais la plupart des gens vivant aujourd'hui n'en ont jamais goûté un. Ils ne l'ont jamais vu pousser. Ils n'ont jamais appris que planter 3 tubercules en automne en donne 30 au printemps. Ce savoir attend sous terre. Le changement climatique arrive. Sécheresse, inondations, chaleur. Les cultures qui nourrissent 8 milliards de personnes ont été sélectionnées pour la stabilité. Cette stabilité prend fin. Le topinambour est né dans le chaos. Il stocke l'énergie là où la sécheresse ne peut l'atteindre. Il survit au froid qui tue les pommes de terre. Il surpasse le maïs en utilisant 1/3 de l'eau. Quand les systèmes industriels échoueront, le topinambour sera prêt. Il est prêt depuis 4 siècles. Les familles françaises survécurent à l'occupation en mangeant des topinambours qu'elles détestaient. Les mères néerlandaises creusèrent le sol gelé pour trouver des tubercules afin de nourrir des enfants affamés. Les Amérindiens l'appelaient Kaishuk Panak, racine du soleil. Un don né du sacrifice de femmes terre. Les noms changent, la mémoire s'efface.
Il refait surface. Mais la plante n'est jamais partie. Vivace, souterraine, attendant des mains prêtes à creuser. Nous n'avons pas perdu le topinambour. Nous l'avons simplement oublié. Mais l'oubli n'est pas définitif. Le savoir vit dans le sol. Dans chaque parcelle sauvage, dans chaque tubercule échappé, dans chaque jardinier qui en plante 3 et en récolte 30. Cette culture enseigne par la persistance, par le refus de mourir. L'abondance a toujours été là, poussant dans la terre, gratuite. Si ce coffre a ouvert quelque chose en vous, abonnez-vous au coffre de la nature perdue et activez la cloche. Chaque mention j'aime et chaque partage préserve ce qu'ils ont essayé d'effacer. Le prochain coffre ouvre bientôt.